Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maria Pavou et je suis doctorante à l'Observatoire de Paris au sein du laboratoire de l'étude de l'univers et des phénomènes extrêmes et plus particulièrement au sein du pôle recherche et développement, et je travaille sur ce qu'on appelle les détecteurs à inductance cinétique pour l'astronomie infrarouge proche et le visible. Donc grosso modo, vous avez peut-être déjà vu dans les reportages, que ce soit à la télé ou dans les livres, des images de l'espace. Mais est-ce que vous savez vraiment comment sont produites ces images ? Et ces images-là, en fait, ils sont produits grâce à ce qu'on appelle des télescopes spatiaux ou des observateurs au sol. Et ces instruments-là, ils sont constitués de plusieurs éléments, que ce soit des miroirs, des lentilles qui vont permettre de diriger la lumière reçue des divers astres comme les étoiles ou les galaxies. Et un autre élément qui est essentiel sont les détecteurs. Donc ce sont ces détecteurs-là qui vont permettre de retranscrire la lumière reçue en un signal qui pourra être exploité par les scientifiques comme les astrophysiciens entre autres. Pour faire simple, en fait ces détecteurs-là, ils fonctionnent à des très basses températures qu'on appelle températures cryogéniques. Donc il faut savoir que ça peut fonctionner à des températures allant en dessous même de la température de l'univers qui est de 3 Kelvin. Lorsque la lumière reçue des astres va être absorbée, ces détecteurs-là ils vont résonner. Ces signaux, on va pouvoir les retranscrire en des propriétés propres aux photons, donc les constituant la lumière, comme par exemple leur énergie. Et entre autres, l'autre principal avantage est que ces détecteurs-là vont permettre de compter individuellement chaque photon, surtout en astronomie observationnelle, là où chaque photon est important et peut être rare aussi en fonction des objets qu'on étudie. Ces détecteurs-là ont un gros avantage à ce niveau-là. Du coup, on peut les utiliser tant bien en tant qu'imageurs, c'est-à-dire pour constituer des images dans son entièreté, ou alors pour des études de composition chimique, donc en spectroscopie, pour étudier les différents traits des éléments chimiques. Donc dans le cas de notre laboratoire, par exemple, on est impliqué dans un projet appelé SPIAKID, pour le New Technology Telescope de l'ESO au Chili. Donc là, on fabrique du coup des très grandes matrices avec plusieurs milliers de pixels. Et donc ça va permettre dans ce cas-là d'étudier ce qu'on appelle les galaxies à faible luminosité du groupe local, c'est-à-dire un amas de galaxies dont notre galaxie la Voie lactée est également présente. Cela est arrivé très tôt quand j'étais au collège, notamment en 3e. J'étais très intéressée déjà par la science ou les mathématiques, mais en soi je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire plus tard. Donc au fur et à mesure, j'ai découvert notamment la physique-chimie et j'étais très intéressée par les reportages, que ce soit sur Arte ou France 5 à l'époque. Et au fur et à mesure, j'étais tombée un jour sur un documentaire parlant de l'univers. Et là, c'est apparu un peu comme une évidence. J'étais fascinée par le domaine. J'ai commencé à lire des livres sur ça. Et surtout en 3e, on doit faire un stage d'observation. Et donc c'est là que j'ai fait un stage d'observation dans une association qui s'appelle Parc aux Étoiles. Et c'est là-bas que j'avais pour la première fois eu l'occasion d'observer les taches solaires avec la grande lunette ou les protubérances à travers les télescopes. Et j'ai également pu interviewer à l'époque un astrophysicien de l'Observatoire de Paris, du coup, qui m'avait un peu expliqué comment se passent les études. Donc après le choix de ces études, c'est naturellement découlé de cette passion pour l'astronomie. En soi, je voulais vraiment contribuer à ce domaine et un peu mettre ma pierre à l'édifice pour les futures explorations spatiales. Disons qu'en termes d'influence dans mon parcours, j'avais eu plusieurs professeurs qui ont su me motiver tout au long.
du collège jusqu'à maintenant. Donc notamment au collège, même si j'étais dans un collège en zone prioritaire et j'avais notamment une professeure d'allemand, même si elle n'était pas dans le même domaine de la science, je dirais, qui a cru en moi à ce moment-là, donc ça m'avait beaucoup aidée. Et puis pareil au lycée, arrivé au lycée, là j'avais notamment des professeurs de mathématiques ou de physique qui m'ont beaucoup motivée, surtout particulièrement en terminale S, où par exemple il y avait des concours généraux de lycée en physique ou en maths et ils m'ont poussée à candidater à ce type d'initiative. Ensuite, arrivée à la fac, j'ai fait une licence de physique en première année. Puis ensuite, je me suis réorientée en ingénierie électronique en deuxième année et troisième année du coup. Et c'est notamment en troisième année que j'ai découvert, grâce à une professeure, les détecteurs infrarouges, dont j'en ai fait ma spécialité par la suite aujourd'hui. Et du coup, elle m'avait guidée de la licence jusqu'en M2. Puis ensuite, j'ai fait un master en capteur instrumentation et mesure à Sorbonne Université, du coup là où j'ai fait ma licence. Et en M2, j'ai pu me spécialiser en ingénierie pour le spatial avec l'Observatoire de Paris. Et c'est notamment le responsable de master en M2 qui m'avait beaucoup soutenue lors de ma candidature ensuite pour un programme à l'ESA qui s'appelle Young Graduate Trainee. Et du coup j'ai été prise là-bas pour 1 an. J'ai pu travailler là-bas sur un projet sur les détecteurs infrarouges toujours. Et là-bas mes tuteurs m'ont beaucoup aidée à grandir, à avoir une autre vision des projets spatiaux. Et là aujourd'hui en doctorat, pareil avec mon directeur de thèse, je grandis différemment en termes d'autonomie et d'indépendance dans ma recherche. Je dirais que mes études se sont déroulées sans trop grande difficulté en termes d'acquisition des connaissances scientifiques. La plus grande difficulté, je dirais, c'était en L1. Quand j'étais passée du lycée à la faculté, j'avais senti vraiment un grand écart en termes d'exigence et de connaissances requises, notamment en licence de physique. J'avais perdu un peu mes repères que j'avais au lycée et on n'avait plus non plus la même proximité avec les professeurs pour poser les questions. Et en parallèle, je me suis révélée un peu plus en électronique. Donc c'est là que je me suis réorientée justement en L2. Et les grands défis que j'avais eus, c'était vraiment de rattraper un peu ce que j'avais pas pu acquérir en L1 en électronique par rapport à ceux qui avaient fait cette filière-là. Et du coup, j'ai dû tout réapprendre par moi-même. Et en plus de cela, je trouvais qu'il y avait plutôt une bonne répartition des filles et des garçons plutôt dans la filière où j'étais. Et les professeurs nous donnaient également de la motivation, particulièrement aux filles, pour continuer dans ces parcours-là. Donc c'est une bonne chose aussi qu'il faut souligner par rapport à d'autres expériences qui peuvent être plus négatives dans ce type de domaine. Et après, l'autre obstacle qui est plus relié à la santé des femmes et qui me touche personnellement, c'est l'endométriose. Donc ça, j'ai dû lutter un peu tout au long de mes études pour concilier mes études et les douleurs, les crises qu'il peut y avoir en parallèle, notamment maintenant en doctorat, là où les crises sont de plus en plus rapprochées. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire en termes de moyens à donner aux jeunes filles qui font face à ce type de douleur et dont moi j'ai pas forcément connu personnellement. Donc après peut-être que ça a évolué de nos jours. C'est pour ça que pour surmonter tout ça, je m'engage aussi en parallèle à travers les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où j'ai créé une page pour parler de l'endométriose, de comment ça m'affecte et comment je gère ma thèse sur la MKIT justement en parallèle de tout ça. Donc c'est une double casquette que je porte, je dirais. Concernant l'accès au doctorat en lui-même,
J'ai pas vraiment eu de difficultés en soi, mais ce qui a été très stressant, enfin j'avais de l'appréhension plutôt par rapport à la préparation du dossier de candidature, étant donné que j'avais candidaté pour une école doctorale orientée astronomie et que moi j'étais plutôt d'une filière issue de l'ingénierie. Le parcours en soi, il se résume à la préparation du dossier de candidature, l'entretien avec le directeur de thèse et ensuite en finalité l'entretien avec un jury de l'école doctorale. Et du coup moi j'avais plus du stress par rapport au fait que je candidatais face à des personnes qui sont sans doute issues de la physique théorique, de l'astrophysique. Et étant donné le peu de nombre de bourses, notamment pour les bourses ministérielles, j'avais un peu angoissée par rapport à ce niveau-là. Mais en termes de préparation scientifique, non, j'avais pas eu de très grandes difficultés par rapport à ça. Après, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est qu'en tant que doctorante travaillant sur les détecteurs en général, il faut être très polyvalente, que ce soit au niveau de la fabrication, du design des détecteurs ou de la caractérisation, c'est-à-dire tester les performances des détecteurs. Et en soi, moi je considère que c'est comme si on fabriquait un petit bijou, comme un artisan en fait. Et surtout que je me dis que plus tard, par exemple, si je suis impliquée dans de grands projets, c'est un peu une façon perpétuelle de laisser un peu mon empreinte dans le domaine du spatial, que ce soit pour les télescopes spatiaux ou pour d'autres types de missions. Après, pour savoir ce qui m'ennuie ou non, je trouve qu'il est un peu trop tôt pour le dire parce qu'en tant que doctorante, en thèse, on est encore en phase d'apprentissage de la recherche pour être plus indépendante et gagner en autonomie. Et c'est ensuite vraiment en post-doctorat ou peu importe notre carrière qu'on va vraiment voir ce qui va nous plaire ou non en fonction des choix ou des spécialisations qu'on pourra faire en tout cas dans le domaine où je suis. Après, en tant que doctorante et jeune chercheuse, ce que j'aimerais améliorer peut-être, c'est le transfert de connaissances entre les scientifiques et le grand public. Par exemple, on voit beaucoup des images de l'espace, etc., mais pas forcément les instruments qui sont derrière. Et ça, je me suis rendu compte notamment en faisant de la vulgarisation sur Instagram, que peu de gens connaissent vraiment ce domaine-là ou comment on les fabrique et en quoi ça contribue vraiment à l'astronomie. Donc c'est vraiment cette partie-là que j'aimerais bien améliorer. Ce serait bénéfique aussi pour toutes les jeunes chercheuses et chercheurs de se lancer dans ce type d'initiative, même si ça reste chronophage. Lorsque j'ai commencé cette thèse, je l'ai fait avant tout pour la science et la passion pour l'astronomie et ce que je pouvais apporter en complément indépendamment de mon genre, donc en tant que femme. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte, notamment en faisant la vulgarisation depuis quelques mois, l'impact que je pouvais avoir, c'est-à-dire inspirer d'autres personnes, et notamment les jeunes filles qui viennent souvent me demander des conseils, par exemple, que ce soit dans la vraie vie ou à travers les réseaux sociaux. Donc c'est là que j'ai vraiment mesuré l'impact que je pouvais avoir en tant que mentor. Ce n'est pas un rôle que je revendique forcément, mais en tout cas je suis toujours heureuse de pouvoir aider d'autres personnes et de pouvoir inspirer notamment les jeunes filles à se lancer dans les sciences ou dans des métiers qu'elles ne connaissent pas encore. Après, dans mon cas personnel, je n'ai jamais eu à me confronter à des différences de traitement entre les hommes et les femmes. Et ça doit être une normalité normalement. Et j'en suis bien heureuse dans mon cas, mais j'ai entendu parler de ces différences de traitement ou des biais qu'il peut y avoir, notamment dans les réseaux sociaux ou dans les médias. Pour que les jeunes filles puissent se diriger plus facilement vers les sciences, je trouve qu'un changement dans la culture, la société ou même au sein de
structure même de l'école est plutôt difficile à court terme parce que ce sont des façons de faire ancrées dans la société ou dans différentes cultures depuis des décennies. De mon expérience personnelle, j'ai été issue d'un milieu plutôt défavorisé où l'accès au savoir n'était pas forcément évident, donc j'ai dû apprendre à me débrouiller en soi toute seule, que ce soit à travers l'apprentissage dans les livres, des documentaires ou à travers internet. Et justement, je trouve que c'est là que les parents, si possible, ou les professeurs notamment durant les plus jeunes âges où l'esprit est encore en développement, que les adultes doivent procurer l'apprentissage pour que les enfants, les jeunes filles notamment, puissent développer une autonomie dans l'apprentissage ou une confiance en elles-mêmes pour se diriger vers les sciences. Donc en soi, ça passe pas forcément par le transfert de matériel scientifique pour l'apprentissage, mais plutôt donner cette confiance en elles-mêmes pour avoir cette autonomie, pour qu'elles puissent elles-mêmes, par curiosité, aller vers des domaines qui les intéressent et surtout donner cette indépendance et cette force dans des milieux où les opportunités sont limitées et où les chances ne sont pas forcément égales. Donc je dirais aux jeunes filles et aux femmes qui veulent se lancer dans la science qu'elles ont justement leur place parmi les étoiles, dans le sens où elles doivent, si elles sont curieuses et passionnées par ce qu'elles font, poursuivre leurs rêves à travers la science et peut-être utiliser la science comme un refuge et surtout de ne pas se laisser influencer, même si c'est facile à dire, par ce que peut penser la société, entre autres, ou l'entourage. Et il faut aussi se dire que notre premier allié est nous-mêmes. Et en général, je leur dirais aussi de ne pas hésiter à contacter les jeunes chercheuses ou des scientifiques plus expérimentés dans leur carrière. Parce qu'en général, on est très ouverte et c'est avec plaisir qu'on les accueille pour les guider ou leur donner des conseils pour qu'elles puissent réussir dans leurs études ou leur carrière. Donc comme mot pour la fin, je dirais une phrase que la chercheuse Cecilia Payne a dite. Donc la récompense du jeune scientifique est l'émotion de découvrir ou de comprendre quelque chose pour la toute première fois. Donc je dirais aux jeunes filles et aux femmes de vous laisser surprendre par la science malgré vos doutes et vos peurs.